Il y a par exemple Buzz Aldrin, le deuxième homme qui a marché sur la Lune, qui a ouvertement parlé de la dépression et de l'alcoolisme qu'il a traversé après son retour. Il a décrit le sentiment de vide qu'il a ressenti après avoir accompli un objectif aussi extraordinaire et comment il a du mal à trouver un but dans la vie après cet exploit. Depuis que j'ai été invitée pour faire un tournage au Pic du Midi, je suis fascinée par la montagne. Du coup, je regarde plein de documentaires sur la montagne, sur l'Everest, les Alpes, etc. Dernièrement, j'ai regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelle La course au sommet et ça retrace l'histoire de deux alpinistes qui vont se concurrencer pour battre des records de vitesse, notamment dans les Alpes. Je trouve ça fascinant parce que c'est des exploits que je serais incapable de faire. La force physique, c'est pas ma force. Donc du coup, ça me fascine absolument. Mais pendant tout le documentaire, j'ai pas arrêté de me demander, ok, c'est juste dingue ce qu'ils font, mais est-ce qu'ils sont heureux? Alors on peut se demander si la question est pertinente, pas forcément. Est-ce que être heureux est le but de la vie? Pour pas mal de monde, oui, mais pas forcément. On pourrait remettre en question ça et se dire, leur but, voilà, c'est de battre des records. Ils cherchent pas forcément l'épanouissement, etc. Ok, admettons, mais là, dans cette vidéo, on va partir du postulat qu'on recherche le bonheur. Donc, du coup, est-ce que atteindre ce type de niveau rend heureux? Est-ce que réussir à atteindre ses objectifs, réussir à des exploits, que les gens, connaissent notre nom, se souviennent de notre nom, permet d'être heureux. Bon là, formulé comme ça, évidemment, on a un peu, quand on le dit vraiment, quand on le rend factuel, on a plus tendance à se dire non. Mais dans notre tête, on se dit quand même que, une fois que j'aurai réussi ça, la vie sera géniale. Et dans le documentaire, il parlait aussi à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Il y a une personne qui a dit que, les hommes qui avaient marché sur la lune la première fois, en rentrant, ils avaient fait des dépressions. Et donc justement, ça répondait un peu à ma question. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai demandé: «Est-ce que c'est vrai déjà?» parce que vérifier les informations. Alors ce que je vais vous dire là, c'est des informations de ChatGPT que j'ai pas vérifiées, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais on va pas se concentrer sur les faits, précisément, mais plus sur l'idée générale. Est-ce que c'est vrai que les hommes qui ont marché sur la Lune sont tombés en dépression en rentrant? Et ChatGPT m'a répondu, il est vrai que certains astronautes qui ont marché sur la Lune ont traversé des périodes difficiles après leur retour sur Terre, mais il serait exagéré de dire qu'ils sont tombés en dépression. Il y a par exemple Buzz Aldrin, le deuxième homme qui a marché sur la Lune, qui a ouvertement parlé de la dépression et de l'alcoolisme qu'il a traversé après son retour. Il a décrit le sentiment de vide qu'il a ressenti après avoir accompli un objectif aussi extraordinaire et comment il a du mal à trouver un but dans la vie après cet exploit. C'est ce dont je parlais dans une vidéo précédemment. Et il dit après, d'autres astronautes ont également connu des difficultés à s'adapter à la vie normale après une mission aussi monumentale. La transition de la célébrité et de l'accomplissement d'une mission historique vers une vie plus ordinaire a été un défi pour plusieurs astronautes. Donc si ce genre de choses a été vécu par des astronautes, probablement qu'il est vécu aussi dans tous les domaines, en fait, tous les domaines des personnes qui réussissent des trucs extraordinaires et qu'on envie. Et donc, du coup, j'ai continué à ChatGPT de me donner des informations. Notamment, je lui ai demandé, tu peux me parler un peu plus de ce sentiment de vide après avoir atteint un objectif? Et je lui ai demandé s'il avait d'autres exemples de personnes connues là-dessus. Et il m'a répondu, le sentiment de vide après avoir atteint un objectif majeur est une expérience psychologique bien documentée. Cela peut survenir lorsque quelqu'un investit une grande partie de son énergie, de son temps et de son identité dans la réalisation d'un but ambitieux. Une fois cet objectif atteint, il peut être difficile de trouver un nouveau sens ou une nouvelle direction, ce qui peut mener à un sentiment de dépression, d'angoisse ou de vide. Ce phénomène est parfois appelé dépression post-réalisation ou dépression post-succès. Après, il m'a donné d'autres exemples de personnes connues. Je vais vous les donner, mais alors là, encore une fois, j'ai pas vérifié, donc vraiment à prendre avec des pincettes. Il y aura probablement des erreurs, mais l'idée c'est de voir de manière générale. Donc par exemple, le nageur Michael Phelps, nageur olympique le plus titré de l'histoire, a ouvertement parlé de la dépression qu'il a ressentie après les Jeux olympiques de 2008. Après avoir atteint le sommet de sa carrière sportive, Phelps a déclaré qu'il se sentait perdu et qu'il n'avait plus de but clair, ce qui l'a conduit à une dépression profonde. Sir Edmund Hillary, après avoir été le premier homme avec Tenzing Norway à atteindre le sommet de l'Everest en 1953, Hillary a décrit un sentiment de vide qui a suivi cet exploit.
Il avait consacré tant d'années à la préparation de cette ascension qu'une fois l'objectif atteint, il a dû faire face à la question que faire ensuite. L'auteur des Harry Potter, J.K. Rowling, a également parlé des difficultés qu'elle a rencontrées après la fin de la série. Et bref, voilà, plusieurs autres personnes. Neil Armstrong, aussi le premier homme à marcher sur la Lune, a également ressenti une certaine difficulté à s'adapter à la vie après Apollo 11. Voilà, donc ça fait référence à une vidéo que j'ai faite récemment, justement. Alors, personnellement, j'ai rien accompli d'extraordinaire, mais même quand on accomplit nos objectifs, qui soient basiques ou même des trucs qui sont extraordinaires, mais juste pour nous, et ben, il y a ce truc-là de OK, je l'ai atteint et il va y avoir en tout cas moi, il y a eu quelques temps où c'était juste génial, mais très vite, il y a ce qu'on appelle, l'adaptation hédonique. C'est pareil, j'ai fait une vidéo il y a longtemps là-dessus où en fait notre, niveau de bonheur, de satisfaction va redevenir à peu près stable. On va pas rester dans un niveau haut, dans un niveau d'euphorie, tout le temps nécessairement. On va se stabiliser et ça va devenir normal, voire on peut redescendre du coup, puisque avant on avait quelque chose, on avait de l'espoir, on avait des attentes, on avait quelque chose qu'on attendait dans le futur et là d'un coup, il y a plus rien. Donc si je reprends la conversation avec ChatGPT, il me met cause et gestion de ce sentiment de vide peut être lié à plusieurs facteurs. La perte d'un objectif clair, bah, l'objectif à long terme ayant été atteint, il devient difficile de trouver une nouvelle direction. Pression des attentes, les attentes des autres et la crainte de ne pas pouvoir égaler ou surpasser l'accomplissement précédent peuvent être écrasantes. Et identité liée à l'accomplissement, si une personne s'identifie fortement à un projet ou un but, son achèvement peut laisser un vide identitaire. Pour surmonter ce sentiment, il est souvent recommandé de se fixer de nouveaux objectifs. Ça, j'en parlais dans la vidéo que j'ai nommée Atteindre ces objectifs ne rend pas heureux. Oui, on va se fixer de nouveaux objectifs, mais pour moi, il faut essayer de rester lucide au fait que ça va recommencer. Dans la plupart des cas, vous avez beau avoir de nouveaux objectifs, vous allez les atteindre, vous allez être content et soit vous allez ressombrer, soit revenir à un niveau stable. La question que je me demande du coup, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'atteindre des choses extraordinaires? Bah, pour toutes les personnes qui ont marqué l'histoire, là, il y a pas de réponse, ça dépend des gens. Heu, pour, heu, pour ces personnes-là, je peux pas parler pour elles. Peut-être que pour beaucoup d'entre elles, si elles ont mis autant d'efforts, c'est que ça devait être assez important. Donc, peut-être que oui. Donc ça, c'est une question auquel, chacun doit répondre pour soi. D'un côté, on peut se dire que ça vaut le coup parce que de toute façon, il faut bien faire quelque chose et autant faire quelque chose qui nous anime, mais avoir conscience que, ça résoudra pas tous nos problèmes et que la vie va pas devenir géniale comme par magie après, ça peut éviter de tomber dans ces travers-là. D'autres pistes dont j'avais parlé aussi dans la fameuse vidéo et que ChatGPT m'a donné, c'est se concentrer sur le processus plutôt que le résultat. C'est le truc super cliché. Ce qui compte, c'est le chemin, pas la destination. Mais ça fait quand même partie des trucs qui peuvent éviter ça, de trouver de trouver sa satisfaction dans l'accomplissement au jour le jour de ce qu'on fait, plutôt que d'être focus 100% dans le futur. Un autre truc que me dit ChatGPT, fixer des objectifs intrinsèquement motivants, ne pas faire les choses pour atteindre un objectif, mais les faire parce qu'on a envie de les faire et que ça nous procure du bonheur, du plaisir sur l'instant, le simple fait de faire ça. Et enfin, un dernier truc que propose ChatGPT, c'est rechercher un sens plus large dans ce qu'on fait, comme par exemple servir quelque chose de plus grand que soi. Et donc, on va pas juste atteindre l'objectif pour soi dans quelque temps, mais sur le chemin, on trouve aussi une vraie gratification. Et je continue en fait parce que ChatGPT avait d'autres bonnes idées. Accepter l'impermanence et l'incomplétude, accepter que tout est temporaire, la réalisation d'un objectif n'apporte pas de bonheur permanent, mais cela ne signifie pas que le processus est sans valeur. Accepter l'impermanence des émotions et des états d'être peut permettre de mieux vivre les hauts et les bas. Définir le bonheur comme un état dynamique plutôt que de voir le bonheur comme une destination finale, il peut être utile de le considérer comme un état dynamique, une série de moments vécus et partagés. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on possède une fois pour toutes, mais plutôt une expérience que l'on peut cultiver continuellement. Sur ces bonnes paroles de ChatGPT, je vous laisse et je vous dis à plus dans le bus.